Bonjour à tous. Trarissa Mira, je suis donc graphopédagogue, donc rééducatrice en écriture. J'exerce donc dans le nord de la France, à Flers-en-Escrebieux. Et donc, dans le cadre de mon activité, je reçois beaucoup d'enfants qu'on appelle les enfants 10, donc des enfants dyslexiques, dysgraphiques, etc. Et je vois encore beaucoup de parents qui se trouvent un peu démunis en fait face à des bilans qu'ils ne comprennent pas forcément. Euh, donc le but de cette vidéo, ça va vraiment être de sensibiliser, puis d'orienter les parents par rapport à ces troubles ou alors à des difficultés que leurs enfants peuvent rencontrer. Donc j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Audrey, qui est donc psychologue et neuropsychologue. Audrey, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Eh bien, bonjour à tous. Je suis donc Audrey Rémolleux. J'exerce en libéral dans le nord de la France, donc à 20-25 minutes de Lille, sur la commune de Flins-Nérache. Donc, c'est sur l'axe Douai-Orchy. J'exerce auprès d'enfants, ados et adultes. Donc, je suis psychologue, donc en thérapie cognitive et comportementale. Et j'ai cette double casquette. Je suis aussi neuropsychologue et je reçois les enfants, les ados et un peu les adultes dans certains cas précis pour des bilans neuropsychologiques dans le cadre de troubles 10, mais aussi d'autres choses. Enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Enchantée également. Alors, justement, qu'est-ce qu'un neuropsychologue? Quel est son rôle? Alors, le neuropsychologue, par rapport aux psychologues, les psychologues font des bilans. Alors, plus généraux, mais leur formation leur permet de réaliser des bilans. Moi, dans ma pratique clinique, j'ai rencontré, alors je travaille en addictologie, donc j'ai rencontré des adultes qui s'abîmaient au fur et à mesure sur le plan cognitif à cause des produits, et la question s'est posée du lien qu'il pouvait y avoir entre des choses qui pouvaient se passer au niveau du cerveau et certains symptômes qu'on pouvait observer dans la vie quotidienne. Donc, c'est ce qui m'a amené à faire un DU de neuropsychologie, puisque le neuropsy fait ça, il fait le lien entre les zones du cerveau, entre certains dysfonctionnements sur le plan cérébral et des symptômes qui vont être observés à l'école, à la maison, etc. Donc, c'est en complément, finalement. La neuropsychologie est un outil de compréhension anatomique, comme on pourrait dire ça, des difficultés qu'on peut observer dans le quotidien. D'accord. Alors, en règle générale, pour quel motif les parents viennent en consultation? Alors, les parents, souvent, c'est pour des difficultés ressenties sur le plan scolaire ou au niveau du quotidien. En tout cas, ce qui les amène, c'est des difficultés à soit gérer les apprentissages, soit dans le comportement de leur enfant. Donc souvent, c'est la détresse qui amène les parents au cabinet, avec l'idée de je ne sais plus comment faire, on l'aide autant qu'on peut, mais lui ne veut plus. Voilà, c'est ça. Donc souvent, c'est soit la détresse parentale, soit l'alerte de l'enseignant qui dit ça va pas du tout, comparativement aux camarades de sa classe, il ne parvient pas à, voilà. Ou alors un enfant qui va être anxieux, stressé, ou va refuser les apprentissages, ou alors on va observer une baisse de l'estime de soi, des symptômes dépressifs. Enfin, voilà, à un moment donné, il y a une cassure, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne veut pas se mettre en place. Voilà. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de difficultés. On entend parler de troubles aussi. Est-ce que tu veux bien expliquer peut-être la différence ou les différences entre une difficulté et un trouble? La difficulté, elle va être circonstancielle, elle va être temporaire, c'est-à-dire que la difficulté, on peut la dépasser. Il va falloir du temps, il va falloir de l'énergie, mais dans un bon environnement, avec les bons aménagements, on va normaliser les performances, on va le dire comme ça. Dans le cas du trouble, le trouble est persistant. C'est-à-dire que difficulté ou trouble, il y a un décalage par rapport aux autres enfants, sauf que dans le cas de la difficulté, le décalage, avec du temps et de l'énergie, va se résorber. Voilà. Ça peut être par exemple un enfant qui n'arrive pas à acquérir la lecture en CP, et puis l'enseignant dit non, on va proposer un redoublement parce qu'il y a des choses qui se débloquent. Et puis à la fin de son deuxième CP, il a normalement, voilà, il lit normalement, tout va très bien. Il était en difficulté, c'est-à-dire qu'il lui a fallu plus de temps que d'autres pour acquérir la lecture.
un trouble, on parlera de dyslexie dans ce cas-là, c'est-à-dire que l'enfant, malgré le fait que l'enseignant se donne du mal, que les parents font travailler à la maison, peut-être même qu'on commence déjà à aller voir une orthophoniste, malgré ça, le trouble persiste. Voilà, là on parle de trouble, c'est-à-dire que l'enfant n'arrive pas à acquérir normalement la lecture. D'accord, très bien. Alors, on entend justement très souvent parler de troubles, donc de troubles 10, de TDA, donc TDAH. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, on n'aura pas effectivement le temps d'évoquer tous les troubles, mais là, tu parlais de dyslexie, par exemple. Nous, on reçoit beaucoup d'enfants TDAH au cabinet aussi. Est-ce que tu peux, pour les parents, voilà, résumer un petit peu quelques troubles? Les troubles 10 ou TDA, TDAH sont des troubles neurodéveloppementaux. Donc, on a ça dès la naissance. Il y a des choses au niveau cérébral, de maturation. On ne va pas rentrer dans les détails là-dedans, mais tout ça pour dire que ce sont des troubles qu'on va observer. Alors souvent, TDAH, on le voit tout petit, mais les troubles 10, on les voit à l'école. Donc, on dit quand même que ce sont des troubles qui sont plutôt scolaires. Donc, les enfants sont normalement intelligents, je reprends la base. On a chez des enfants normalement intelligents un décalage dans l'apprentissage d'une notion, donc la lecture pour la dyslexie, le langage oral dans la dysphasie, l'apprentissage du calcul ou de la numération, de résolution de problèmes chez les dyscalculiques. Donc voilà, là il y a une notion, c'est-à-dire que le développement est harmonieux et normal, sauf dans un domaine. Voilà. Ça, c'est un trouble 10. Enfant normalement intelligent avec un domaine dans lequel il est beaucoup moins bon comparativement à son niveau d'intelligence et comparativement aux autres enfants de son âge. Le TDAH, alors entendre trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc TDA avec ou non EH. Les enfants TDAH sont des enfants qui sont normalement intelligents, mais qui vont présenter des difficultés, alors plus générales, puisque l'attention, c'est quelque chose qui vient, ça vient perturber tous les apprentissages. Les enfants qui sont lunaires vont avoir du mal à apprendre la lecture, mais pas parce qu'ils ont un problème de lecture, parce qu'ils ne sont pas là. Donc voilà, le TDAH, c'est des enfants normalement intelligents qui n'arrivent pas à maintenir leur attention. En attention, c'est aussi plein de modules, mais voilà, globalement, c'est ça. Ils n'arrivent pas à maintenir leur attention durablement ou à se focaliser sur les choses, si bien que ça vient perturber les apprentissages. Et alors, si on reprend l'exemple d'un enfant TDAH, je trouve que c'est un bel exemple. Quels sont les aménagements possibles que tu vas pouvoir proposer, en tout cas conseiller à l'enseignant? Il n'y a pas de liste. On peut pas, enfin, il y en a. Si on regarde sur Internet, on en trouve des listes. Mais le but du bilan, ça va être de mettre en évidence les forces et les faiblesses de l'enfant dans les différents domaines cognitifs, mais aussi attentionnels, exécutifs, puisque finalement, un enfant n'est pas un autre. Tu peux mettre 10 TDAH, tu n'en as pas un qui fonctionne pareil, donc ils n'ont pas besoin de la même chose, quoi. Du coup, c'est vraiment le bilan qui va montrer les forces, les faiblesses, et du coup, on va proposer des aménagements sur les faiblesses et puis s'appuyer sur les forces. Donc, j'ai envie de dire, c'est quand même du cas par cas. Un enfant qui est un petit peu lunaire, tu pourrais dire, on va le mettre devant le tableau, face à l'enseignant, ça peut l'aider. Ben, oui et non, tout dépend si son rapport avec l'adulte. S'il a besoin d'avoir un feedback avec l'adulte pour se remobiliser, si voilà, c'est important pour lui de bien faire pour l'autre, il vaut mieux le mettre à un endroit de la classe où l'enseignant passe le plus. Oui, les enseignants sont quand même rarement à leur bureau, notamment au primaire. Ils circulent dans les classes, donc le mettre devant le tableau, s'il est distractible, c'est bien. Si c'est un inattentif qui a besoin qu'on le ramène de temps en temps, il vaut mieux le mettre là où il y a du passage, un petit peu. Donc, ça dépend de ce qu'on voit pendant le bilan et ça dépend aussi de l'enfant, de ce que veut l'enfant. Les aménagements, moi je les travaille toujours avec les enfants dans la mesure où si l'enfant se sent diminué du fait de l'aménagement ou qu'il se sent différent du fait de l'aménagement, ça ne va pas lui être profitable, quoi. Il y a vraiment le côté objectif, pratique, mais il y a aussi tout ce qui va être affectif. Il faut que l'enfant, ça lui convienne et qu'il sente ça comme porteur. Bien sûr.
Et je confirme, j'ai reçu beaucoup d'enfants que je t'ai envoyés. Les retours sont plus que positifs. L'idée, c'est que tu mets vraiment l'enfant au centre des consultations et vraiment, les retours sont excellents. Donc, je profite de ce moment pour te remercier aussi. C'est Et gentil. alors, Gentil. tu reçois les parents, enfin les enfants plutôt, et leurs parents, mais on va parler plutôt des enfants. À partir de quel âge? On parle ce matin des troubles 10 du TDAH. Du coup, il faut être au clair, il faut que l'apprentissage ait eu lieu. Ouais, oui. Pour parler d'un dyslexique, il faut au moins qu'on ait essayé de lui apprendre la lecture. En plus, pour parler d'un trouble, il faut que ce soit persistant. Donc, fin septembre, CP, ne marche pas. Hein. Dans l'idéal, il faut qu'ils aient 6 ans. Et moi, je conseille toujours au moins un trimestre, un semestre de CP. Voilà. Voire plus. Hein. Les tests, puisque quand on parle des tests, il y a deux gros modules là. Il y a le bilan d'efficience qui est le bilan le plus général, le plus global. On fonctionne un peu en entonnoir. Moi, les enfants, je ne les fais pas lire. Mais par contre, je participe au diagnostic de la dyslexie. Voilà. Pourquoi? D'abord, il faut montrer que l'enfant est normalement intelligent. C'est le prérequis. Pour montrer qu'il est normalement intelligent, on va devoir proposer un bilan d'efficience. Donc un bilan d'intelligence, on appelle aussi un test de QI. Le test de QI, il va mettre en avant ses forces et ses faiblesses, et puis certaines faiblesses vont aller dans le sens d'un diagnostic de dyslexie. Mais le diagnostic de dyslexie, c'est pas moi qui le pose, c'est l'orthophoniste. C'est valable pour tous les troubles. Hein. Dyscalculie, c'est avec l'orthophoniste aussi. La dyspraxie, on n'en a pas parlé au niveau des gestes. Ça va être ergo, psychomote. Donc, il y a des professionnels beaucoup plus, si on fonctionne en entonnoir, il y a des professionnels beaucoup plus ciblés pour ces troubles-là. Néanmoins, le neuropsy, sa place, c'est en haut de l'entonnoir, là, au moment le plus large, c'est mettre en évidence les forces et les faiblesses. Bon, ce bilan, la déficience, on peut le faire à partir de 2 ans. Il existe à partir de l'âge de 2 ans. Encore faut-il qu'il ait un intérêt. Dans le cadre des troubles 10, ça n'a pas d'intérêt avant, je dirais, fin CP. Dans le cadre du TDAH, on ne diagnostique pas un trouble de l'attention chez l'enfant avant l'âge de 6 ans. Pour la simple raison que l'attention, c'est aussi fonction de la motivation, c'est aussi fonction du niveau d'anxiété d'enfant, il faut aussi qu'il ait compris la place d'élève. Il y a une grosse marche entre la grande section de maternelle et le CP. Je dis souvent aux parents, laissez-lui le temps de comprendre ce qui est attendu de lui. Il pouvait encore bouger, faire des choses, etc. Là, maintenant, il est tout seul sur sa table toute la journée. Voilà, il faut aussi lui laisser le temps de s'approprier un peu cette place. Donc, il y a des enfants pour qui on soupçonne un trouble déficitaire de l'attention tout jeune, les vrais hyperactifs, ceux qui vous retournent Pampélope, quoi. 1 heure avec lui, vous êtes usé. Bon, ceux-là, évidemment, on se doute, mais on ne diagnostiquera quand même pas avant 6 ans. Donc, pour les 10, le TDAH, les bilans sont intéressants après 6 ans, mais moi, j'ai envie de dire aussi plutôt sur la deuxième partie de l'année de CP, voire même début de CE1. Après, pour le reste, les tests existent à partir de l'âge de 2 ans. Et là, on parle du bilan d'efficience. Très bien, merci Audrey. Alors, donc tu reçois les enfants pour des bilans, mais pas que. Est-ce que tu peux, voilà, pour les parents qui n'ont pas connaissance, parce que c'est vrai que quand on parle, nous, en cabinet de neuropsychologue, neuro égale bilan, oui, mais on n'a pas que le bilan. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les différentes facettes de ton métier, ce que tu peux proposer justement à ces enfants en difficulté? Alors, c'est particulier dans mon cas, puisque je suis avant tout psychologue. C'est-à-dire que moi, la neuropsy, je l'utilise comme outil. C'est un outil pour comprendre des choses. Par exemple, il arrive de faire des bilans chez des enfants qui entrent au collège, en 6e, 5e, 4e parfois, des enfants voilà, on va prendre l'exemple de la phobie scolaire, refus d'aller à l'école, l'enfant ne veut plus travailler, il y a une coupure avec parfois même les relations avec les parents qui en sont abîmés, l'enfant ne communique plus, on me l'amène. Et puis le parent explique que ça a toujours été difficile, ça lui a toujours demandé plus d'efforts que les autres, mais là vraiment cette année, ça n'est plus possible, il ne veut plus, il n'y arrive plus, il est découragé. Bon. Quand on entend ce discours-là, ça sonne très très fort là-haut, ça a toujours été difficile, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière qui donc
là depuis le début, qui est persistant, qui malgré les aménagements, les efforts parentaux, une scolarité normale, un environnement normal, ne s'est pas normalisé, donc probablement un trouble. C'est quand même beaucoup dans ce cadre-là que je travaille. C'est-à-dire que je reçois des enfants qui vont pas bien, et puis en écoutant l'histoire, en écoutant l'enfant, en écoutant son parent, il y a peut-être quelque chose derrière. Bon, après, il y a aussi la partie purement bilan. Tu disais, tu m'orientes des gens, les orthophonistes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont nés en bas de l'entonnoir, là, ils soupçonnent des choses. Ils ont besoin, pour poser le diagnostic, qu'on vienne enfoncer une porte ouverte pour dire que l'enfant est normalement intelligent par ailleurs. Et donc là, oui, je propose que le bilan. Et je n'ai que ça à faire, puisque la remédiation, elle ne m'appartient pas, elle appartient au bas de l'entonnoir. Donc c'est l'orthophoniste ou le psychomote ou la personne qui veut l'orienter qui va poursuivre la remédiation. Dans mon cas, la neuropsychologue que je suis, j'enfile ma casquette, proposera de la remédiation principalement dans le cadre du TDA, TDAH. Puisqu'on est là dans une atteinte exécutive, donc des enfants qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui ont du mal à inhiber certains comportements, donc il y a beaucoup de troubles du comportement dans le cadre des troubles de l'attention, et des enfants qui vont avoir du mal, à s'organiser, planifier, donc là on est dans les comportements dirigés vers un but, tout ça c'est compliqué. Bon, dans ce cadre-là, on va proposer des remédiations, on va proposer des séances en neuropsychologie pour aider l'enfant à compenser ses déficits et fonctionner comme il faut, quoi. Donc on est bien d'accord qu'on remédie, on contourne, on aménage, on cherche à automatiser des comportements qui vont aider à compenser des déficits. Et ce sont des séances qui, alors bien sûr, hein, tout dépend d'un enfant à un autre, mais qui sont espacées de combien de jours, voire de semaines? Oui, c'est vraiment très dépendant de ce qu'on fait. L'adolescent qui va venir et qui va me mettre en avant une impulsivité, etc., avec des difficultés à s'organiser, on va pas faire beaucoup de séances, hein. J'ai envie de dire, le plus gros des séances, ce sera sur l'impulsivité, la gestion des émotions. Mais là, on se retrouve presque en psychothérapie, finalement. Et puis, tout ce qui est organisation, tout ça, la plupart du temps, ce qui est difficile, c'est le premier trimestre. Je travaille pas ce genre de choses pendant les vacances, par exemple, puisqu'il faut avoir du grain à moudre. Le principe, c'est d'amener l'enfant à réfléchir à la meilleure stratégie. Et puis, comme elle lui vient pas automatiquement, il faut lui proposer des choses, qu'il les teste. Donc souvent, je vois les enfants tous les 3 semaines avec l'idée allez, tu me testes ça d'ici la prochaine fois, on va demander un renfort à maman sur telle et telle chose, et puis la fois suivante, on ajuste. En fait, c'est la vraie recette de cuisine, quoi. C'est comment est-ce qu'on peut t'aider dans ton quotidien pour compenser certaines difficultés. Très bien, d'accord. Ok, super. C'est très gentil à toi, Audrey. Merci pour toutes ces informations. Alors, si un parent souhaite te contacter, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que c'est par téléphone, par mail? Bon, c'est comme il veut. Le téléphone, mais alors, je rappelle, hein, parce que c'est mon répondeur quasi exclusivement. Par email, je réponds par mail. Et puis après, il y a pas mal d'informations sur mon site internet que je te laisserai peut-être communiquer. Bien sûr, bien sûr. Sur le site internet où il y a aussi prise de rendez-vous en ligne possible. Mon agenda est en ligne, la possibilité de prendre. Très bien. Donc, moi, je mettrai effectivement donc, ton numéro de téléphone, l'adresse du site internet, pour que les gens puissent effectivement le visiter, voir un petit peu tout ce que tu proposes et te contacter par la même occasion si besoin. Prenons l'exemple d'un parent qui n'a pas la possibilité de se déplacer. Est-ce que tu proposes des visios? Alors, je fais de la visio en psychothérapie, quand même plus pour l'ado, l'adulte que pour l'enfant. Objectivement, surtout pas pour les enfants qui ont des troubles 10. Si l'attention c'est déjà difficile, être en plus derrière un ordinateur, bon, c'est quand même... voilà, pour l'alliance thérapeutique, tout ça, c'est quand même compliqué. Donc, visio, oui. Pour les bilans, pas du tout. Alors, je sais que certains collègues en France le font, surtout depuis le Covid. C'est-à-dire que les tests sont standardisés, hein. Il faut savoir qu'il y a une manière de les passer, un ordre pour les passer. On compare les résultats avec la norme des enfants du même âge. Enfin, voilà, c'est très protocolaire. Il y a eu
des ajustements avec le Covid, puisqu'il fallait quand même faire les bilans et que les enfants, on ne pouvait pas voir les gens. Donc, il y a eu des aménagements proposés, il y a eu des choses de fait pour pouvoir faire les bilans en ligne. Moi, pas du tout, je ne fais pas du tout ça. Donc, avec moi, c'est quand même... Pour les bilans, tout ce qui est neuropsy, c'est exclusivement en vrai. Après, psychothérapie, l'accompagnement, ça peut être, mais je ne conseille pas chez les enfants. Je conseille pas chez les enfants. Ouais. Très bien, d'accord, très bien. Merci en tout cas, Audrey. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Je te souhaite une belle journée. Une belle journée à toi aussi. Et puis à bientôt. Merci bientôt. beaucoup. Au revoir.